Et ben voilà les amis, on y est. C'est la fin de l'année, c'est la fin de cette année 2020 plutôt compliquée sur bien des aspects. Et il est l'heure donc pour moi de vous donner mon top 10 des films que j'ai préférés cette année. Alors c'est le premier top de la chaîne, je suis plutôt content de le faire. Mais je me suis aperçu que j'avais pas vu tant de choses que ça en fait. Je me suis même surpris à galérer un petit peu à finir les dernières places de ce top. Alors j'ai vu beaucoup de films cette année, vous en avez été témoin sur la chaîne, mais des films sortis réellement en 2020, je me suis aperçu qu'il n'y en avait pas énormément. Il y avait pas mal de films de 2019 et des films un peu plus anciens, mais des films de 2020, il n'y en a pas eu des masses. J'ai tout de même réussi à faire un top dont je suis particulièrement content. Donc c'est parti les amis, premier top de la chaîne, voici les 10 films que j'ai préférés cette année. 幾時結婚啊？而家我求唔結咯。人哋個個結晒婚啦，得返你嫁唔出咋？最大嘅優點咪就係佢屋企人買一層樓俾我哋結婚咯。咁我哋而家都一齊住啦，咁結唔結婚有乜關係啫？ Alors l'histoire est celle d'Edward et Fong, un jeune couple hongkongais qui sont ensemble depuis 7 ans et qui projettent de se marier. Malheureusement leur vie n'est pas idéale, franchement, ils vivent dans un appartement plutôt petit, il y a quelques difficultés avec la belle famille, mais surtout Fong cache un secret qu'elle garde en elle et qui va compliquer les choses et qui va la pousser à s'interroger sur l'avenir de sa relation. Alors My Prince Edward, c'est un film tragicomédie, on va dire, sur la jeunesse un petit peu hongkongaise, sur sa quête d'identité, sa quête du bonheur, la place du mariage dans la vie hongkongaise d'aujourd'hui. Et c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, notamment grâce à l'excellente, encore une fois, performance de Steffi Teng. C'est vraiment une actrice qui a tout pour devenir une grande. Là, ça fait quelques années qu'elle enchaîne les très très bonnes prestations. C'est pas loin de devenir une de mes actrices nouvelle vague, entre guillemets, hongkongaise préférée. Le film m'a plu parce que j'ai trouvé qu'il échappait à pas mal de clichés. C'est à la fois un petit peu tendre, c'est à la fois un petit peu amer aussi. Il y a pas mal de nostalgie qui joue dans l'équilibre du film. On échappe à beaucoup de niaiseries, j'ai trouvé. Et le jeu des acteurs est globalement très bon. La réalisation est très bien aussi. C'est le premier film réalisé et écrit par Norris Wong. Et je trouve qu'elle a su capturer vous savez, cette essence un petit peu urbaine qu'on retrouve dans les films de Hong Kong, quand les héros se promènent dans les rues. Voilà, j'ai trouvé qu'elle a su mettre en valeur son histoire, ses protagonistes et la ville de Hong Kong. Donc pour moi, c'est un des meilleurs films sortis cette année. Il est à la 10e place.講，一定要講㗎。咁你選擇得同人哋一齊，最尾要隱瞞啦。我有病嘅，從來都唔敢諗愛情，直至遇到佢。其實我哋每個人都一樣㗎，對愛情梗係有幻。Beyond the Dream, ou encore un excellent drame hongkongais sur les maladies mentales. C'est réalisé par Kiwi Cho, celui qui avait signé 10 Years en 2015. Je ne sais plus si 10 Years est disponible sur Netflix, mais regardez-le vite, avant que... Voilà, parce que ça défonce. Et son deuxième film, Beyond the Dream, tout en étant quelque chose de très différent de 10 Years, est un film humain très, très poignant et surtout servi par un casting, encore une fois, très bien dirigé. Cecilia Choi qui joue l'héroïne, c'est seulement son deuxième film. C'est la première fois que je la voyais et je l'ai trouvé plutôt pas mal du tout dans son rôle. Ça nous raconte l'histoire d'amour encore une fois, un jeune couple hongkongais, sauf que lui est atteint de troubles de la personnalité, je vais dire ça comme ça pour ne pas trop spoiler, parce que c'est un film qu'il faut regarder sans réellement savoir de quoi il est question. Voilà. Mais si vous aimez les drames sociaux hongkongais, que vous avez par exemple aimé Mad World en 2016, voilà, je ne dis pas qu'on retrouve forcément les mêmes thématiques, mais tout ce qui va être maladie mentale, schizophrénie, troubles de la personnalité est bien mis en avant dans ce film, correctement traité. C'est à la fois, encore une fois, un peu nostalgique,
un peu amer, il y a pas mal de tendresse aussi. C'est un film qui va prendre son temps pour installer et développer correctement ses personnages. Et pour moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je sais plus dans quelle vidéo j'avais dit que je trouvais que les Hongkongais n'étaient plus les maîtres du cinéma d'action, mais qui signaient de plus en plus de drames sociaux que je trouve vraiment très réussis. Et bah voilà, Beyond the Dreams en est encore un exemple. Il est à la 9e place de mon classement. Huitième place de mon top, avec un petit bijou de douceur signé Hong Sang-soo, La femme qui s'est enfuie. Alors ça a sans doute un peu joué dans mon appréciation du film, mais je sais pas pour vous, mais moi il y a des moments, enfin des heures dans la journée ou dans la nuit, plus précisément comme ça va être le cas ici, où je trouve que c'est propice à regarder un petit film qui va nous mettre une bonne petite claque. Et ben ça a été tout à fait mon cas avec La femme qui s'est enfuie. Je n'arrivais plus à dormir, il devait être quelque chose comme 5 heures du matin, ma fille avait fait la fiesta toute la nuit, elle venait de s'endormir. Je me suis allongé sur le canapé, j'ai pris mon PC, j'ai lancé le film et je me suis laissé totalement emporter dans cette petite bulle de douceur, de bien-être que le réalisateur a su nous concocter. La femme qui s'est enfuie nous raconte l'histoire d'une femme qui profite de l'absence de son mari qui est parti quelques jours en déplacement pour rendre visite à 3 amies ou anciennes amies qu'elle n'a pas vues depuis un petit moment. Et chacune de ces visites va se voir interrompre un petit peu par l'arrivée d'un homme. Alors c'est un film qui, je pense, peut laisser totalement sur le côté certaines personnes, parce que c'est un film qui va être très contemplatif, plutôt très posé. Alors c'est marrant parce que dans la réalisation de Hong Sang-soo, il y a souvent des zooms d'un coup, et là c'est le cas ici, et je pense que certains peuvent trouver ça complètement kitsch, surtout qu'il nous fait des zooms voilà, sur un écran de surveillance par exemple, ou sur un chat qui est posé dans un petit recoin. Mais moi j'ai trouvé que ça participait à l'ambiance très intimiste du film. Si vous cherchez un film pas féministe, mais qui va qui va brosser le portrait de femmes ordinaires qui vivent, somme toute, en Corée, et qui va un petit peu gentiment se moquer un petit peu des hommes, parce que voilà, on a 3 personnages masculins dans le film qui interviennent. On a un voisin qui est dérangé par les chats errants, un amoureux transi, et voilà, je vais pas spoiler le rôle du 3e homme qui intervient dans le film. Mais voilà, on se moque un petit peu d'eux, mais vraiment gentiment, quoi. On se concentre vraiment sur le rôle des héroïnes, entre guillemets. Et voilà, je trouve que le film, c'est un petit nuage sur lequel on s'allongerait et sur lequel on voguerait à travers la Corée. J'ai vraiment adoré. Le film m'a complètement cueilli. C'est vraiment très tendre, on se sent extrêmement bien, enfin je me suis senti extrêmement bien en le regardant, c'est vraiment une petite perle, j'ai vraiment adoré, et voilà, je voulais limite que ça s'arrête plus. Je trouve la scène finale vraiment très très belle, ça se passe dans un cinéma, et d'ailleurs ça diffuse un des films de Hong Sang-soo, et voilà, c'est un petit bijou que je vous conseille, c'est vraiment, voilà, j'ai vraiment adoré, c'est vraiment un petit nuage, une petite bulle de bien-être qu'il faut vraiment découvrir. La femme qui s'est enfuie, une petite perle qui est 8e de mon classement. फोन लड़कों से भरा पड़ा है। इसका केस से क्या कनेक्शन है? पहले बनने तो दीजिए केस मैडम। अब सब कुछ ही रख देगी क्या? नाक नहीं है, कान नहीं है, झुमके कहाँ लटकाऊंगी? हम 2 साल से फ्रेंड्स हैं। अब बाहर आओगी? लड़ना है?
Il y a la lumière qui diminue au fur et à mesure du tournage de cette vidéo, c'est un truc de fou. Voilà, je vais bientôt changer d'éclairage, je pense, parce que... Alors, Meghna Gulzar, il a signé un film que j'avais beaucoup aimé en 2007, Just Married, une petite romance toute mignonne avec Esha Deol et Fardin Khan. Et il nous a aussi signé plus récemment Talvar en 2015 avec Konkona Sen Sharma. Et aussi Radzi en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Et là, il nous conte une histoire qui est réellement, malheureusement, arrivée. Celle d'une jeune femme qui a été victime d'une attaque à l'acide dans une rue de New Delhi en 2005. Bon, alors, vous vous en doutez, vu le sujet, le film est extrêmement poignant. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il va prendre tout ce que cette attaque a soulevé comme problème, aussi bien au niveau traumatisme évidemment de la victime, reconstruction, tout ce qui va être impact sur la famille, mais aussi tout ce qui va être au niveau juridique, au niveau de l'enquête, au niveau de comment l'événement va être perçu et médiatisé et les conséquences que ça va avoir sur la jeune femme et ses proches. C'est un film que j'ai trouvé vraiment brillant, qui est certes très sombre, très dur. Il y a des scènes qui sont vraiment... faut avoir le cœur bien accroché parce que en plus, voilà, l'actrice principale, Deepika Padukone, est vraiment excellente. En plus, c'est une femme d'une beauté incroyable. Et voilà, elle a voulu à travers ce film, je sais que ça a soulevé quelques petits débats, mais voilà, qu'elle a voulu rendre entre guillemets visible toutes ces malheureuses femmes qui ont été victimes de ce genre d'agression ignoble. Je pense qu'elle a voulu les mettre davantage en lumière. Et voilà, le film rend parfaitement hommage à ces pauvres malheureuses qui subissent ça, mais c'est impensable. Tu te dis, t'es tranquillement dans la rue et tu te fais jeter de l'acide à la gueule gratuitement comme ça, ou pour un regard de travers ou un mot de travers. C'est vraiment abject et le film, voilà, va traiter vraiment très très bien son sujet. Il va se révéler extrêmement poignant, extrêmement difficile dans ses images et dans sa situation, mais il va aussi être teinté d'espoir pour l'avenir, d'espoir pour les femmes en Inde, pour les années à venir, en espérant que voilà, ce genre d'acte innommable n'ait plus jamais lieu, quoi. Chapak, c'est un film que je vous conseille, qui mérite vraiment d'être vu, qui est un film social et engagé et très fort, très bien interprété, bien réalisé aussi. Le film est numéro 7 de mon classement. Alors c'est le premier film réalisé par Wong In-fan et c'est un film que j'attendais beaucoup parce que le sujet me parlait énormément. Amnevinit nous raconte l'histoire d'une petite poignée de personnes qui n'ont pas de domicile fixe et qui passent leur nuit dans les McDonald's qui, je le rappelle, à Hong Kong sont ouverts 24 heures sur 24. Je parlais de drame social tout à l'heure, bah voilà, on est encore en plein dedans. Amnevinit est un excellent drame social avec beaucoup de réalisme. On évite là aussi encore beaucoup tout ce qui va être larmoyant. On va juste nous dépeindre le portrait de personnes dont la vie a basculé. On a un très très bon casting. On a un Aaron Kwok qui est très loin de son image de super beau gosse, qui là joue un homme dont la vie s'est écroulée, qui a encore une famille mais qui se flagelle lui-même avec énormément de culpabilité. On retrouve là toujours sublime et toujours juste Myriam Young. On a également un caméo du maintenant vieux briscard Alex Mann. On a un très très bon casting avec plusieurs petites histoires vraiment, oui, dramatiques, mais qui sont carrément plausibles et réalistes. On va nous parler de deuil, de banqueroute personnelle, et tous ces éléments sont très très bien traités et font de ce Amnevinit un excellent drame social
À voir si, encore une fois, si vous aimez le genre. Je viens de me rendre compte que ce top est, pour l'instant, vachement sombre, vachement triste. Bah écoutez, si vous voulez vous faire un top 10 des meilleures romances TF1 sorties à Noël, bah je sais pas, vous faites la filmographie complète de Catherine Hegel par exemple. Catherine Hegel surtout quand je la baise. Bref, vous l'avez compris, ce Hamlin It est un de mes gros coups de cœur de cette année, et si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite clairement à rattraper votre retard. Congratulations. You're being released as asylum seekers, not as citizens, not yet. You will be sent to a home of our choosing. You must not move from this address. We are good people. Whether or not you're good people, it's not me that needs convincing. His House, distribué sur Netflix, nous raconte l'histoire d'un couple de réfugiés soudanais, Rial et Bol, qui ont fui la guerre au Soudan et se sont retrouvés en Angleterre. Et lors de leur fuite, ils ont malheureusement perdu leur fille qui s'est noyée. Ils n'ont rien pu faire. Ils se retrouvent dans un espèce de camp de réfugiés en Angleterre jusqu'à ce qu'on leur attribue une maison en banlieue londonienne. Une petite maison complètement décrépite dans laquelle ils vont devoir vivre et s'adapter. Et peu à peu, ils vont se rendre compte que quelque chose de maléfique hante la maison. Alors, His House s'inscrit clairement dans le genre du film d'horreur social avec un message très très fort. C'est un film que personnellement j'ai adoré. J'en attendais pas particulièrement grand chose quand je l'ai lancé, mais il m'a coupé le souffle, mais vraiment. C'est un film qui va être extrêmement sombre, extrêmement dark, extrêmement amer, qui va soulever 1000 questions sur le deuil, sur l'adaptation, sur tout ce qu'on est prêt à faire pour refaire sa vie, pour éviter la mort quand on est dans un état de danger imminent, jusqu'où on est prêt à aller. Le film va traiter toutes ces questions brillamment. Il est grandement aidé par ses acteurs qui sont fabuleux, mais vraiment, il nous livre de très très bonnes performances, il y a une très bonne alchimie entre eux, et on sent l'histoire de leur couple. Les acteurs arrivent à nous faire sentir l'histoire de leur couple à travers leur relation à l'écran. C'est un film qui est brillant, il y a des images en plus il y a des scènes qui sont vraiment superbes, graphiquement c'est très recherché j'ai trouvé. Tout ce qui va être les espèces d'hallucinations cauchemars que fait le héros, qui va se retrouver attablé sur une espèce de mer, la mer où ils ont perdu leur fille, qui va voir des espèces de spectres sortir de l'eau, c'est vraiment magnifique. Toutes les scènes qui se passent dans la maison sont également très maîtrisées, les scènes d'horreur sont vraiment efficaces, il y a quelque chose de vraiment, vraiment dérangeant dans les visuels, et j'ai trouvé la fin absolument géniale et très très riche en émotions également. Alors j'ai lu 2-3 critiques qui reprochaient un peu au film de perdre un peu sa sobriété lors du final. Alors moi ça m'a pas dérangé, j'ai même trouvé ça cohérent, parce que l'apparition du démon en fait pour moi c'était inévitable, c'est un peu la matérialisation de toute la peine, de toute la souffrance que ressent le couple, et ça, pour moi le démon représente tout ça en fait, c'est l'affrontement final entre... J'ai la chienne, c'est Glavio. C'est l'affrontement final entre le démon et les héros. Donc moi, ça m'a pas du tout dérangé. Surtout que c'est plutôt, encore une fois, bien fait et assez anxiogène. Bref, His House, c'est un film d'horreur à message social extrêmement fort, très bien réalisé, très bien joué, extrêmement marquant, et qui a des scènes émotionnellement qui m'ont vraiment retourné. Donc si vous l'avez pas encore vu, il est sur Netflix. C'est vraiment un petit bijou. When was the last time you spoke to her? It's been a while. Could you be more specific? Mom? Gran? It's been a few weeks. On reste dans l'horreur à message social avec Relique, premier film réalisé par Nathalie Erika James, qui nous raconte l'histoire d'une famille, en fait d'une mère et de sa fille qui partent dans la maison de la grand-mère qui a disparu depuis quelques jours pour se mettre à sa recherche. Et la grand-mère va réapparaître en fait quelques temps plus tard, et elle va avoir l'air extrêmement étrange, et la mère et la fille vont vite s'apercevoir que quelque chose cloche dans la maison. Pareil,
Relique, c'est un petit bijou de l'horreur. Je crois même que c'est une des sorties d'horreur qui m'a le plus marqué ces dernières années. C'est un petit bijou. Alors, niveau technique, c'est super bien maîtrisé. C'est très très bien joué. Le trio d'actrices est parfait. On croit tout à fait à leur famille. Ça soulève encore une fois énormément de questions sur le vieillissement, sur le fait de voir ses proches se dégrader face à la maladie. Et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment énormément touché parce que, je l'ai déjà dit, mais je suis aide-soignant et il y a 15 ans, je travaillais dans une petite maison de retraite. J'y ai travaillé 2 ans et demi, 3 ans quasiment. Et voilà, c'est quelque chose auquel j'ai été confronté, des personnes atteintes de maladies qui les faisaient ne plus être elles-mêmes en fait, et l'impact que ça avait sur leur famille, la douleur de voir son proche se dégrader, de ne rien pouvoir y faire. Et voilà, c'est... excusez-moi, un petit peu d'émotion. C'est exactement ce que le film va nous dépeindre. D'excellentes scènes d'horreur également, très anxiogènes, notamment la scène où la petite fille est perdue dans cette espèce de labyrinthe dans la maison qui est hyper anxiogène, où tu as l'impression que tout se referme et tout se retourne, c'est incroyable. Et la scène finale, putain, la vache. Ouh, putain, la scène finale, elle est d'une puissance incroyable. Incroyable. C'est le truc qui te prend là, t'as peur, t'es intrigué, et à la fois t'as l'émotion qui vient se mettre là, c'est waouh, la scène finale est sublime, c'est vraiment incroyable. Ce film est incroyable, c'est un bijou. Et je l'ai déjà dit, mais je vais suivre avec énormément d'attention la carrière de Natalie Erica James, de suivre son prochain film. J'ai très hâte de le voir parce que lâcher ça en premier film, putain, je trouve ça ouf quoi. C'est incroyable, c'est incroyable. Bref, Relique, si vous êtes passé à côté, vous allez vous prendre un aller-retour, mais vous n'êtes pas prêt. 거기 오늘이 며칠이라고 했지? The Call, réalisé par Lee Chun-young. Une adaptation, je le savais pas, mais putain, j'ai pas vu le film original, mais putain que cette version coréenne est une bastos, une tuerie. Ça démontre encore une fois la mainmise qu'ont les Sud-Coréens pour construire des thrillers comme ça, là, dans ce cas-là, avec une petite touche de fantastique. C'est vraiment maîtrisé de bout en bout, le casting est impeccable. Les 2 actrices principales s'en donnent à cœur joie, elles sont excellentes. C'est hyper rythmé, c'est plein de surprises, plein de rebondissements. Bref, j'ai absolument adoré. Le film nous raconte l'histoire de 2 jeunes femmes qui vivent dans la même maison mais séparées par 20 ans en intervalle. Et elles arrivent à communiquer grâce à un téléphone. Sauf que, malgré les liens qu'elles vont commencer à nouer, quelque chose va déraper, et ça va être une escalade dans la violence et dans la folie la plus pure. Et c'est vraiment... Si vous l'avez pas vu, j'ai pas envie de trop vous en dire. Je trouve déjà que les bandes annonces et le résumé Netflix en dévoilent trop. Donc si vous avez la chance de ne pas encore avoir vu The Call, foncez, il est numéro 3 de mon top. On est sur le podium là. C'est une pure bastos. Hi, I'm Carla. Hi, my name is Mary. Hi, I'm Susan. Hi, I'm David. I'm 40 years young, and I live with my mother. I'm looking for a deep connection, someone I can give myself to, completely. Hi, I'm Andy. Rent a Pole, ou la plongée dans les années 90 que je n'espérais plus faire. Et grâce à ce bijou, je me suis pris une claque, mais monumentale. Alex La Fuite en vidéo et Mireille, j'en avais déjà loué l'excellente, l'incroyable qualité. Et je savais donc que j'avais de très grandes chances d'apprécier le film quand j'ai lancé le visionnage, mais
Je m'attendais... Ça a surpassé mes attentes. C'est vraiment un film que j'ai trouvé complètement incroyable et... C'est pas possible, ils l'ont tourné il y a 30 ans et ils ont retrouvé les copies cette année, ils l'ont distribué parce que déjà l'ambiance années 90 est extrêmement bien retranscrite, que ce soit dans la photographie, l'ambiance ou les décors. Et cette petite touche 90s, et cette petite touche 90s qu'on retrouve tout au long du film est vraiment savoureuse. Mais de quoi ça parle, Rentopol? Ça nous raconte l'histoire d'un homme un peu loser, très solitaire, qui vit avec sa mère qui est atteinte de démence, dont il s'occupe H24, elle a besoin de lui pour manger, pour se déplacer, pour faire sa toilette, et lui, cette situation l'accable et l'accapare totalement, il est complètement déprimé, complètement solitaire surtout, et un jour, dans le vidéoclub dans lequel il a ses habitudes, il va louer un petit peu au hasard une VHS qui s'appelle Rentopol, donc. Et ce que j'ai pas précisé, c'est qu'il l'a inscrit sur un espèce de truc de rencontre où justement il a déposé une annonce sous format vidéo et voilà, il a reçu il a loué quelques cassettes pour voir donc les femmes qui elles aussi cherchent à rencontrer quelqu'un, mais ça match pas terrible, voire même pas du tout, et donc un soir, par désespoir, il va louer ce Rentopol et il va s'apercevoir que c'est une vidéo d'amitié interactive. Voilà. Et l'homme de la VHS qui s'appelle Andy le programme est construit en mode « Ah, je suis content de te voir, comment vas-tu ?» C'est un espèce de dialogue. Et voilà, petit à petit, notre héros va commencer un petit peu à regarder la VHS en boucle et à être totalement hypnotisé, à commencer à répondre donc à Andy là. Et voilà, je vous résume ça un peu grossièrement, mais putain, ce film a été un choc, mais vraiment. Déjà parce qu'on peut y voir un message qui est très d'actualité avec tout ce qui va être technologie, dépendance à la technologie surtout, et la place qu'ont par exemple nos téléphones, nos tablettes et autres dans nos vies. Et Rentopol souligne ce phénomène avec un grand brio tout en se situant dans les années 90. On va aussi avoir un très bon message sur tout ce qui va être solitude, sur tout ce qui va être misère affective, et surtout tout ce qui va être charge émotionnelle, parce que donc, comme je l'ai dit, le héros vit avec sa mère qui est complètement dépendante, qui perd la tête, qui le reconnaît plus. Et tous ces messages m'ont vraiment beaucoup touché parce qu'ils sont vraiment traités avec grand brio. On y croit et on voit l'escalade que va avoir le héros. On va avoir son espèce d'addiction à la VHS et c'est vraiment hyper bien traité. Le film en plus est très très bien réalisé. Je vous dis, si vous cherchez un film des années 90 que vous n'avez pas vu, Rentopol, c'est absolument un film que vous devez voir. D'autant plus que les acteurs sont absolument fabuleux, surtout celui qui joue Andy. Il a quelque chose Alex Lafuite en vidéo en a très bien parlé, c'est vrai, il a quelque chose de très creepy en fait. Il a une espèce il dégage quelque chose de chaleureux, mais chaleureux bizarre. Tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas super en fait, il y a quelque chose de sous-jacent en fait qui est vraiment quelque chose de très malsain, de très très creepy, de très effrayant. Et voilà, l'acteur qui joue Andy est absolument fabuleux, tout comme le héros on se prend vite d'affection pour cet homme un petit peu loser là, qui est complètement paumé dans sa vie, qui est complètement perdu, qui est en misère affective, et je peux vous jurer que va y avoir des scènes dans le film que vous allez jamais oublier. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit sur Twitter après avoir fini le film. Je me suis dit putain, je me suis pris une énorme claque et je vais m'en souvenir toute ma vie. C'est sûr, je vais me souvenir de ce film toute ma vie. Il est absolument incroyable. C'est tellement maîtrisé. Pour moi, on est à 99,99% dans un film parfait. Voilà, ça peut sembler un petit peu chelou de dire ça, mais pour moi, Rentopol, c'est quasiment un film parfait. Et je dis quasiment parce qu'il y a juste un petit élément
qui m'a un petit peu, enfin pas dérangé, mais je me suis dit ils auraient peut-être pas dû faire ça, mais en même temps ça amène d'autres choses, donc c'était un petit peu nécessaire. C'est lorsque le héros découvre qu'il existe d'autres VHS Rent-A-Pole. J'aurais aimé juste que ça soit une VHS unique, cette cassette mystérieuse qui sort de je ne sais où, dont on ne sait pas la prévenance et qui est en modèle unique, mais bon voilà, je vais pas trop spoiler. Mais c'est juste le tout petit, mais vraiment c'est insignifiant, le tout petit truc qui m'a fait tiquer un tout petit peu, enfin qui m'a, non même pas tiqué, qui m'a un petit peu déçu. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller ce film, il faut absolument que les gens le voient, il faut absolument que tout le monde en parle. C'est génial, putain, j'ai trop hâte de la voir en Blu-ray, enfin j'espère qu'il va y avoir une sortie Blu-ray, mais franchement je veux absolument ce film, je vais pas dire que je désespérais de voir ça en 2020, mais putain, ça fait vraiment chaud au cœur de voir ce genre de film en 2020, quoi. Donc voilà, je vais stopper les louanges à Rent-A-Pole. Je pense que vous avez compris, les deuxièmes de mon top, ça veut dire que j'ai absolument kiffé. Mais pas autant que le film qui est à la place numéro 1, et si vous me connaissez bien, vous avez déjà deviné. On termine la vidéo avec le numéro 1, le film que j'ai le plus préféré cette année. C'est parti. Aku ngeliat dengan mata kepalaku sendiri, Dewi dibunuh oleh sesuatu. Kami percaya kalau Pak Ayub Balik lagi untuk balas dendam. Ada beberapa sosok iblis tertentu yang mengharuskan adanya pengorbanan. Kurban itu merupakan salah satu bentuk dari pengabdian. Tuhan tidak akan melepaskan kalian. Mantra itu untuk membangkitkan Ayub, iya kan? Évidemment, c'était inévitable. May the Devil Take You 2 est le film que j'ai le plus adoré cette année. Parce qu'il m'a donné tout ce que je lui demandais, et 100 fois plus encore. Le cinéma d'horreur indonésien. Bordel! Putain, mais ça défonce, bordel! C'est tellement généreux, c'est tellement over the top, c'est tellement exagéré, c'est tellement non-stop. Ah putain, ce grain de folie, j'adore ces films parce que je ressens grâce à eux des choses que je pensais ne plus jamais ressentir. Cet émerveillement et cette excitation, je les ressentais devant les polars hard-boiled ou les tueries hongkongaises que j'ai découvert il y a 20 ans, des années 80-90. Et à l'heure où le cinéma, il est tellement... Enfin, énormément de films sont tellement formatés, sont tellement sages, sont tellement carrés. Putain que ça fait plaisir. Dans May the Devil Take You, on retrouve Alfie, toujours interprété par la divine Chelsea Islan et sa petite sœur, qui se voit kidnappée par un groupe d'hommes et femmes qui étaient orphelins, et dont l'homme qui s'occupait d'eux, Ayub, était un véritable tyran, et qu'ils ont réussi un jour à tuer, sauf que son spectre continue de les hanter. Voilà, en gros l'histoire, et c'est hyper généreux, ça y va à fond, ils ont pas de limite en fait, Bon, j'ai déjà fait une vidéo, vous avez déjà vu mon enthousiasme, mais rien que d'en parler, vous voyez, j'ai le sourire là, parce que je me dis, putain, qu'est-ce que j'adore, bordel. C'est un superbe cadeau, c'est magnifique. Et je me suis laissé entendre dire que il allait y avoir un May the Devil Take Us, un 3e film donc. C'est mon attente de l'année prochaine, ou de 2022, moi j'espère 2021.
qu'on ait quelque chose de bien à se mettre sous les dents. Enfin, même si, voilà, je pense qu'on aura des sorties intéressantes. Parce que 2020, malgré tout, comme je le disais, j'ai pas vu énormément de choses, mais ce que j'ai vu, putain, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Après, j'ai vu d'autres choses, hein. Par exemple, j'ai beaucoup aimé The Hunt, j'ai beaucoup aimé d'autres films aussi. Alors, il y a aussi beaucoup de films sortis en 2020 que j'ai toujours pas vus. Par exemple, je pense à Shockwave 2 avec Andy Lau et Lo Xing-wan. Il y a aussi Suck Suck que je voulais absolument voir et que j'ai pas vu, mais apparemment, ça me semble un peu compromis, mais il sortirait au cinéma en France au mois de janvier. Donc je sais pas où on sera la situation à ce moment-là, mais il y aurait peut-être une petite chance qu'on le voit au cinéma en janvier, même si je doute très fortement de la réouverture des salles aussitôt. Voilà les amis, écoutez, c'était le premier top de la chaîne, me suis bien amusé à le faire. Je me demande même si je rattraperai pas quelques années, genre jusqu'en 2015, parce que ça fait un petit moment que je veux parler de certains films asiatiques sortis en 2015 que je trouve de très bonne qualité, et pourquoi pas faire un top 10 comme je viens de faire, quoi. Voilà, écoutez les amis, on va se retrouver l'année prochaine, en espérant que 2021... soit une année un petit peu plus... Non, j'espère rien du tout en fait. Ça sera la même merde qu'en 2020, hein. Faut être un minimum lucide. Mais je serai là pour vous parler de cinéma asiatique. Parce que vous savez que ça déchire. Ciao!